sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Dans le Nord Kivu, les rebelles M23 sont accusés de plusieurs exactions dans le groupement de Djomba, des tueries et des pillages y sont signalés. Renforcement de l'armée après l'appel de la hiérarchie militaire aux jeunes filles de venir servir sous les drapeaux. Plus de 643 nouvelles recrues ont répondu présent. Police de Sonkuluna en provenance du Congo central rejoignent Kanyama Kassisi pour les services nationaux. Ils sont arrivés à Kinshasa cette nuit avant d'être transférés. À l'international, des centaines de militaires ukrainiens se sont rendus. L'ONU, elle, continue à réclamer les enquêtes sur le viol commis par Moscou sur Kiev. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la CENI, accompagné de ses membres du bureau et de la plénière de la centrale électorale, a déposé ce mardi auprès du président de l'Assemblée nationale le rapport annuel de son institution couvrant la période d'avril 2021 à mars 2022. Un rapport qui porte notamment sur une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Au sortir de l'audience, Denis Kadima a confirmé l'ambition de la CENI d'organiser des élections crédibles et dans les délais requis. Écoutez. Si nous présentons un rapport sur une durée plus longue que notre propre séjour à la CENI, c'est lié au fait qu'il y a la continuité du service. L'équipe qui est partie a travaillé durant la plus grande partie de cette période de notre rapport. Et nous, on est venu à la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est ainsi que vous avez un rapport. Ça se fait selon le principe de la continuité du service. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça, mais évidemment le rapport devra être lu par l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas aller plus en détail que cela. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps. Et puis la crise actuelle entraînée par la guerre en Ukraine et la situation économique était au centre des échanges hier au Palais du Peuple entre le président du Sénat et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malango. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a salué les efforts du Sénat dans l'augmentation des recettes additionnelles, exercice 2022, suite aux différentes missions effectuées par les membres de la Commission économique et financière de la Chambre haute du Parlement. Il y a un intérêt de part et d'autre sur l'impact de ce qui se passe aujourd'hui à l'économie internationale pour notre économie et sur les politiques que ceux qui ont la charge de politique doivent mettre en place pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des épargnants en ce qui concerne la Banque centrale, pour la protection de l'épargne publique. Et donc tous ces sujets ont été discutés avec l'honorable président. Ce même mardi, Modeste Batilukwebo a échangé avec la délégation de l'interagence des Nations Unies dans son bureau de travail. Ses partenaires de la RDC sont venus solliciter l'implication du Sénat dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Ils disent s'employer dans l'intensification de la campagne de vaccination contre Covid-19,
qui vise 11 millions de Congolais d'ici juin 2022. La Banque mondiale appuie cette opération à hauteur de 200 millions de dollars américains. La délégation a profité de cette rencontre pour solliciter l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de ce crédit conclu entre la RDC et l'Association internationale des développements au titre concernant ce financement. Vous êtes venu enfoncer une porte déjà ouverte car cette matière est déjà inscrite dans le calendrier du Sénat et sera bientôt traitée à la Haute Chambre du Parlement, a répondu Modeste Batulukwebo à ses interlocuteurs qui ont salué le sens élevé de l'engagement du Sénat dans la lutte contre cette pandémie qui a ravagé l'humanité. La délégation de l'interagence était conduite auprès du président du Sénat par Ted Chaiben, le coordonnateur mondial de la vaccination Covid-19. Les rebelles M23 sont accusés de plusieurs actions dans les groupements de Djamba en territoire de Rutshuru dans le nord Kivu. Ils maltraitent les populations qu'ils accusent de fournir des informations à l'armée. Les habitants parlent des tueries et des pillages dans ce groupement. Conduit par le général de la police nationale congolaise Congo central, Placide Nyembo, près de 200 colonnas arrêtés à travers cette province dans différents sites sont arrivés à Kinshasa. Ils ont été présentés au général de la police nationale congolaise Kinshasa avant d'être transférés à Kanyama Kasese pour le service national. Ce camp, 1h30 sonné, RD Kinshasa, capitale de la RDC, qu'un convoi arrivé du Congo central, conduit par le général Placide Nyembo, commandant de la PNC Congo central, qui était à la tête du convoi. 200 bandits urbains d'Ikuluna, arrêtés dans l'ex-Bas-Congo, sont en route vers Kanyama Kasese. Ils ont causé les exactions à Mwanda, Boma, Matadi, Kimpese et Mbanzangungu, qui Santou et Kasangulu n'étaient pas épargnés. Le général Placide s'en est déchargé. Pour son compagnon Silvano Kasongo de Kinshasa, il assurera le transfert pour les sites de KCC. Je suis un homme le plus heureux ce soir. Et je suis très satisfait du travail d'avoir abattu sur le terrain, mais aussi de tout ce parcours depuis le Congo central jusqu'ici, où nous sommes au commissariat provincial de la ville-province de Kinshasa. Vraiment, c'est un motif de satisfaction, non seulement pour moi, mais aussi pour l'autorité provinciale qui s'est investie, qui a débloqué les moyens pour que nous puissions arriver à ce bon résultat. Le peuple Congo s'est dit reconnaissant envers les autorités pour la disponibilité des moyens financiers et matériels contre ces bandits. Enfin, un air frais au Congo central. Je le disais au sommaire, après l'appel de la hiérarchie militaire aux jeunes filles de venir servir sous le drapeau, plus de 643 nouvelles recrues venues de différentes provinces de la RDC ont répondu présents et ont débuté leur formation au centre de Kitona. Le chef de département d'entraînement à l'état-major général, le général des brigades Chechi Mayou Justine, en séjour de travail à la base militaire de Kitona, a tenu une causerie morale à l'intention de ce jeune, au cours de laquelle elle les a appelés à la discipline. Répondant à l'appel de la hiérarchie militaire d'encourager le recrutement de la gente féminine au sein de l'armée, les jeunes filles venues des coins et recoins de la RDC sont plus que déterminées à servir sous les drapeaux. Raison pour laquelle le général des brigades Chechi Mayou Justine, chef de département training à l'état-major général de FARDC en mission à la base de Kitona, a effectué une visite de travail au centre d'instruction de Kitona le lundi 11 avril 2022 pour s'enquérir de la situation de l'encadrement de plus de 643 jeunes filles recrutées récemment au sein de FARDC pour la session de formation de cette année en cours. Bien avant, elle a rendu une visite de courtoisie au commandant de la base militaire de Kitona et commandant place ville de Mwanda, le lieutenant général Yulonga Kampete. Juste après, le général Chechi a échangé avec le commandant du centre d'instruction de Kitona, le colonel Botefa Botamba Patrick, qui lui a présenté les points de situation de ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base. Occasion faisant les larrons, le chef des départements d'entraînement à l'état-major général s'est entretenu le même lundi avec les cadres et encadreurs de ces nouvelles recrues, composées en majorité
sécurité des personnels militaires féminins. Elle a à cet effet donné des directives et orientations à ces dernières pour le bon encadrement de ces recrues et les a appelées au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit de la femme, en tenant compte de la résolution 1325 de l'ONU. Ce mardi 12 mars 2022, le général Chechi a tenu une causerie morale à l'intention de ces jeunes filles venues servir la nation, au cours de laquelle elle a prêché l'observation de la discipline et au respect des cadres. Naba oyo batikali kuna baza ba mama na bino te okobenga ye mama te okobenga ye na pete banda koyekola pete ya cadre mama azate papa azate tantine azawa te boye ba discipline boye bin discipline elobi nini soki balobi lelo bokolala na se ambula bokolala na se ambula totambola tokende botambole bokende consigne nazotika osali mbeba otranspire na moni. Ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base ont exécuté devant les autorités les démontages et remontages des campagnes des armes AK-47. Autre chose, la requête de l'UDPS à la Cour d'appel du Maniema contre la candidature indépendante de Bernard Takaïche est rejetée. Ce dernier pense que c'est un premier succès qui lui met en confiance dans cette course des élections de la province du Maniema, tout en espérant que les élus provinciaux voteront utile. Bernard Takaïche, je vous propose de l'écouter, il est au téléphone de Vanok Munipole. Donc mon sentiment, un sentiment de satisfaction parce que les droits a été dit et les juges a été correct. Si la Cour avait dit le contraire, bon, ça m'étonnerait. Je m'inclinerais en tant que juriste et avocat de profession. Je m'inclinerais parce que c'est une décision de la justice. Mais comme la décision est en ma faveur, et donc je félicite notre justice. Et je sais qu'elle est en train de se constituer ou de se reconstruire petit à petit. Le Maniema a beaucoup souffert et continue à souffrir. Et pour le moment, nous avons besoin d'un homme ou une fille qui est capable de pouvoir relever ces défis. Relever les défis, ça veut dire travailler ne serait-ce que pour jeter les jalons, pour que le développement de Maniema commence à se faire ressentir. Et donc, si nous devons continuer à être distraits, il n'y a personne d'autre qui viendra le faire à notre place. Et donc, nous devons faire très attention sur le choix de la personne qui va devoir diriger cette province. Et là, les députés doivent faire un choix judicieux. Voilà le message que je voudrais adresser à tout le monde, non seulement aux députés, mais à celles et ceux qui sont épris d'un sentiment de développement, de paix dans la province du Maniema. Conduit par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, les journalistes de la capitale étaient conviés à l'inspection générale des finances hier. C'était pour connaître les missions et les conclusions de l'IGF, une rencontre s'inscrivant dans le cadre d'une série d'échanges entre l'inspection et les différentes couches sociales. La lutte contre la prédation financière enclenchée par le chef de l'État à travers l'IGF. Quel rôle pour les femmes et les hommes des médias? C'est le thème développé lors de la 5e journée des échanges citoyens organisés par l'Inspection générale des finances. Comprendre le travail de l'Inspection générale des finances. Merci beaucoup. Une centaine de journalistes a répondu présent à l'appel de l'inspecteur général, chef des services Jules Alinguete, pour être édifié sous la mission de l'Inspection générale des finances dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Devant les hommes et femmes des médias, Jules Alinguete les sensibilise à jouer pleinement leur rôle dans le découragement des prédateurs en tant que quatrième pouvoir. Que lorsque vous découvrez des faits de mégestion ou des faits de détournement, que vous ayez une justice forte. Parce qu'on suppose que les gens qui ont géré il y a une année ou 2 ans peuvent ne plus être là. Et lorsque vous découvrez les faits, vous devez avoir des mécanismes juridiques efficaces pour les récupérer afin qu'ils puissent répondre des faits constatés. Pour Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, cette sensibilisation tombe à point nommé, surtout que le président Félix Tshisekedi s'engage à traquer les fossoyeurs des deniers publics.
C'était une très bonne chose que l'inspection générale des finances ait convié la presse nationale, et surtout celle de Kinshasa. J'ai amené tous ces journalistes pour qu'ils puissent s'abreuver d'abord aux sources, pour que la direction de l'IGF leur donne des informations précises, le mode de fonctionnement, les conclusions. Et Télé 50 et l'UNPC au niveau de la ville de Kinshasa fera toujours ce travail, on va dire, républicain, d'accompagner les actions qui doivent ne serait-ce que nettoyer l'environnement national pour que la bonne gestion, la bonne gouvernance soit démise en RDC. Il s'est de rappeler que cette activité s'inscrit dans le cadre des échanges citoyens initiés depuis l'an dernier par l'inspection générale des finances pour sensibiliser toutes les couches sociales à comprendre le travail qu'abat cette institution dans la lutte contre la prédation financière. Nous allons rester dans ce sillage pour sa lutte contre les détournements des deniers publics en RDC. L'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, a été décerné par une médaille d'or par la Ligue universelle des biens publics français. Pour Jules Alinguete, c'est le fruit du travail inculqué par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la lutte contre les antivaleurs. Attiré par l'image actuelle de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la corruption, la délégation française de la Ligue universelle des biens publics était à l'inspection générale des finances pour décerner à l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete la médaille d'or de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Ceci est le fruit du travail abattu par le chef de l'État Félix Tshisekedi à travers l'IGF afin d'assainir la gestion des finances publiques en RDC. Ému par cette reconnaissance, l'inspecteur des finances a loué la volonté du chef de l'État, qui est l'artisan principal de cette lutte. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'artisan principal, les planificateurs et les stratèges de la lutte contre l'impunité déclenchée en RD Congo, nous leur disons merci. Pour sa part, le président de la délégation française, la RDC, aujourd'hui à travers l'IGF, véhicule une autre image dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Ce choix, c'est le travail et l'image extérieure du pays qui nous a séduit dans cette démarche et le courage qui a été fait par le Congo d'impliquer et de mettre en place cette politique d'anticorruption et pour donner une image de l'Afrique à l'extérieur, une vraie image autre que celle qu'on entend des fois chez nous-mêmes en France. À l'occasion de cette rencontre, une invitation du Sénat français a été remise à l'IGF pour qu'elle prenne part au mois d'octobre prochain à la remise officielle de la médaille d'or en France. En outre, Kinshasa va abriter du 4 au 14 juillet prochain la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de réunion de l'Union panafricaine des postes UPAP. En marge de la tenue de ces travaux, il a été procédé mardi à la signature officielle du mémorandum d'entente entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre des Pétentik, et le secrétaire général de cette organisation continentale. À l'issue des échanges effectués lundi avec le ministre des Pétentik et mardi dans la matinée avec le président de l'ARPTC, il est intervenu la signature officielle du mémorandum d'entente pour l'organisation au mois de juillet prochain de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Par cet acte, la RDC s'engage dans la relance constructive d'une poste, levier du développement socio-économique. La poste est très importante pour la République, elle est très importante pour le développement de ce pays. Et pour nous, il est plus important, plus qu'important, que cette poste, justement, puisse non seulement grandir à l'intérieur de notre pays, mais s'affirmer aussi sur le plan de l'Afrique. Donc, pour nous, c'était très important de faire aussi cette diplomatie postale telle que je l'ai dite, non seulement une diplomatie pour le plaisir de le faire, mais sincèrement et sérieusement pour vraiment faire redorer le blason de notre poste qui a tout le potentiel qu'il faut pour y arriver. L'UPAP, pour sa part, promet de soutenir les élans déjà amorcés par la RDC dans le secteur postal. And definitely postal services will never be the same. Donc, de ce fait, il faut retenir que les services postaux en RDC ne seront plus les mêmes. Car nous nous engageons à nous serrer le coude, à nous assister mutuellement pour que
que ce soit l'opérateur ou le régulateur, soit sur le terrain pour assurer le plein essor de ce secteur en RDC. Ici est de noter que cet acte d'engagement augure une nouvelle ère de la poste congolaise qui, grâce aux réformes entreprises par Didier Moussete, directeur général de la SCPT, s'emploie résolument au service du développement et du social, selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Direction le Haut-Katanga, Jacques Kaboula a ouvert ce mardi 12 avril la table ronde sur l'aquaculture à Lubumbashi, un cadre de réflexion qui réunit les opérateurs aquacoles pour assurer la sécurité alimentaire dans la province à travers la pisciculture. Étaient présents à ces assises, entre autres, les présidents de l'Assemblée provinciale, les membres de l'exécutif provincial et les professeurs d'université. C'est sous le thème aquaculture dans le Haut-Katanga, état de lieu, stratégie et perspectives qu'a été lancée la table ronde sur la pisciculture. Y prennent part le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebe, le vice-gouverneur, les députés et ministres provinciaux, les professeurs des universités et les opérateurs aquacoles. Pour le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Alimentation, cette table ronde voulue par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le bien-être de la population au centre de toute action. La production du poisson en province va assurer la sécurité alimentaire au Haut-Katanga. Un deuxième cadre de réflexion, organisé après celui de l'agriculture, tenu au mois de septembre 2019, dont les effets positifs ont impacté le panier de la ménagère. Fier de la première table ronde sur l'agriculture, base de l'économie diversifiée et solide, le gouverneur de province a rappelé l'objectif principal de ce cadre de réflexion, ralentir, voire freiner la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Jacques Kaboula Katoué invite tout le monde à une participation active et productive. Aujourd'hui, je peux m'estimer heureux de voir que la première expérience tentée avec le maïs a donné de bons résultats. Les éloges viennent de partout à travers la République et cela constitue une grande fierté pour moi, non seulement pour moi, mais pour toutes les filles et tous les fils du Haut-Katanga. Hier, la province avait initié la politique des villages agricoles. Aujourd'hui, je veux que la province ait des villages piscicoles. C'est pourquoi ces assises, je les veux participatives. Je compte donc sur la contribution de chacun de nous pour qu'ensemble, nous puissions mettre sur pied un cadre qui favorise un meilleur épanouissement dans ce secteur pastoral. Je déclare donc ouverte la table ronde sur la pisciculture et vous souhaite une participation active et productive. Après l'ouverture, les travaux ont été lancés en 3 panels. État de lieu de l'aquacole dans le Haut-Katanga, les stratégies et perspectives et les cas d'expérience. Les travaux vont durer 3 jours. En République centrafricaine, le colonel Christian Djouma Narkoyo, un des porte-parole de la coalition Seleka, a été arrêté le week-end dernier. Un acte qui marque un nouveau départ dans la lutte contre l'impunité pour des crimes commis dans ces pays. L'ancien porte-parole de rebelles de la coalition Seleka est sous le verrou. Le colonel Christian Djouma Narkoyo a été arrêté par la police centrafricaine à Beloko, près de la frontière avec le Cameroun, rapporte le source sur place. Jusque-là, aucune communication officielle n'a été faite par Bangui sur son arrestation. D'après les sources camerounaises qui relèvent que l'ancien bras droit du putschiste Michel Djotodia pourrait être transféré à la Cour pénale internationale pour répondre à ces actes dans le crime commis par sa coalition. Christian Djouma Narkoyo, ancien commandant de la Légion mobile de la gendarmerie, a joué un rôle de première ligne dans l'expédition de la coalition Seleka qui a évicé du pouvoir François Bozizé à la suite d'une campagne militaire
jonchée de graves violences dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Face à ces actes, la Cour pénale spéciale a ouvert des enquêtes sur le tête de file de cette coalition et celle des anti-Balaka. En janvier 2021, les autorités centrafricaines ont remis Mahama Saïd Abel Kani, ancien chef de guerre du groupe rebelle Seleka, à la Cour pénale internationale. L'ouverture de son procès en février de la même année a marqué un pas de la lutte contre l'impunité de crimes commis en Centrafrique. À cette occasion, la CPI avait affirmé sa volonté de poursuivre d'autres responsables de cette coalition de rebelles musulmanes. Et dans le monde, la situation en Ukraine n'est fait que se dégrader, dépassée par les stratégies offensives mises en place par l'armée russe. Quelques centaines de militaires ukrainiens se sont rendus et ont déposé les armes. L'ONU, de son côté, réclame des enquêtes sur les viols commis par l'armée russe en Ukraine. Toujours pas de quiétude en Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe. Presque toutes les villes du pays font l'objet des frappes de l'armée russe. Les plus désolants, c'est Mariupol, où les infrastructures, à plus de 80%, sont détruites. La ville devient presque inhabitée. Dépassée par les stratégies d'offensive mises en place par l'armée russe, plus de 1000 militaires ukrainiens ont décidé de déposer les armes et se sont rendus aux forces russes, selon le ministre de Défense russe. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé un échange de prisonniers au cours duquel des prisonniers de guerre ukrainiens retenus par les forces russes seraient échangés contre l'homme politique pro-russe et très proche du président Vladimir Poutine. Sur le terrain, aucun couloir humanitaire ne pourra être ouvert ce mercredi face à cette offensive des forces russes. À Kiev, les responsables locaux dans la partie est de la capitale appellent les habitants à partir sans tarder. Ce mercredi 13 avril, le président polonais est arrivé à Kiev en vue de témoigner davantage son attachement au peuple ukrainien en apportant son assistance. Il s'y est de signaler que le président américain Joe Biden a qualifié cette invitation russe en Ukraine d'acte de génocide, un langage évité par le président français sortant Emmanuel Macron, qui préfère, souligne-t-il, rester prudent. Place au sport à présent, football, Ligue des champions de l'UEFA. L'aventure s'arrête pour les Bayern Munich en quart de finale. Les Bavarois étaient accrochés hier par Villarreal après leur défaite d'1-0 à l'aller. Et pendant ce temps, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a obtenu son ticket pour les demi-finales. Au bout du suspense, il a éliminé Chelsea, les tenants du titre. Le Real Madrid est passé près du gouffre pour obtenir son ticket pour les demi-finales en éliminant le Blues de Chelsea au bout des prolongations. Les visiteurs 1, les deux équipes devaient se départager aux prolongations, mais le suspense ne va pas durer longtemps quand Junior Vinicius 3-2, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final, un cumul des scores qui qualifie directement. Les autres tickets seront pris ce soir à l'issue de matchs Liverpool-Benfica et Atlético Madrid-Manchester City sous le coup des 20h. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Dans le Nord Kivu, les rebelles M23 sont accusés de plusieurs actions dans les groupements de Djomba, des tueries et des pillages qui sont signalés. Renforcement de l'armée après l'appel de la hiérarchie militaire aux jeunes filles de venir servir sous les drapeaux. Plus de 643 nouvelles recrues ont répondu présent. Police de Sonkoulou en provenance du Congo central rejoint Kanyama KC6 pour les services nationaux. Ils sont arrivés à Kinshasa cette nuit avant d'être transférés. Vous avez suivi à l'international, des centaines de militaires ukrainiens se sont rendus. L'ONU, elle, continue à réclamer les enquêtes sur les viols commis par Moscou sur Kiev. Restez avec nous, tout de suite, c'est la revue de presse. Et comme hier, c'est avec Jenny Kayembe Moussobola. Bienvenue. Merci Nathalie Yoko, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour cette lecture transversale des journaux parus ce mercredi, Jenny. Moi également. Et on va commencer avec le processus électoral à la RDC, sujet à la une des journaux et sites parus ce matin dans la capitale.
Oui, ouvrons notre revue de presse de ce mercredi avec actualité.cd qui renseigne à ces sujets que la Commission électorale nationale indépendante avait déposé son rapport annuel hier au bureau de l'Assemblée nationale. D'après le président de cette institution d'appui à la démocratie repris par Zoomeco.net, le rapport a deux volets, notamment une description des activités menées et une analyse de résultats qui explique les contextes dans lesquels ils ont travaillé. Denis Kadima a, à l'occasion du dépôt de ce rapport, réaffirmé sa détermination, celle d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, malgré le retard avec lequel son bureau a connu, dont sa mise en place. La CENI a l'ambition d'organiser des bonnes élections en 2023. On croit son président repris par Mediacongo.net, qui invite par ailleurs les Congolais à s'approprier le processus électoral. Et des réactions n'ont pas tardé juste après les dépôts de ce rapport, la dernière en date, et celle de la dynamique pour une sortie des crises qui s'oppose et dénonce l'examen de la proposition de loi électorale annoncée pour ce jeudi. Pour son coordonnateur national, Lisanga Bonganga, les députés nationaux doivent plutôt accélérer la motion des défiances initiée contre Christophe Mbossio par les députés nationaux Gracien Irachan, alors que le président de la centrale électorale appelle les Quinois à s'approprier le processus électoral. Pendant ces temps, Lisanga Bonganga, lui, appelle les Quinois à assister nombreux à la séance plénière de ce jeudi pour dire non à la proposition de loi électorale. Dans l'entretemps, on va se rendre sur les continents où les médias reviennent sur la signature des accords des coopérations entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Effectivement, cela après que les USA ont accentué des pressions sur Kigali, accusé de soutenir les M23 impliqués dans des violents combats en République démocratique du Congo. C'est hier que la République du Congo et le Rwanda ont signé 8 accords pour l'élargissement et l'approfondissement de leur coopération, rapporte FrenchPeople.com. Ces accords prennent en compte des divers domaines, notamment la protection des investissements, l'exploitation minière, la gestion d'entités économiques et les raffermissements des liens culturels. S'agissant des questions régionales et sous-régionales, les deux hommes ont encouragé le recours au dialogue politique et à la voie diplomatique si l'on veut résoudre les différends entre les États. AA.com, pour sa part, rappelle qu'en 2021, le Rwanda avait conclu 3 accords commerciaux avec la République démocratique du Congo. Cela, un mois après l'éruption du volcan de Nyiragongo, qui a eu des répercussions au Rwanda. Ces accords portaient sur la promotion et la protection des investissements, une convention entre les deux pays en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus et l'exploitation de l'or à travers la société congolaise Sakima, ainsi que la société rwandaise Diter. Et en cette période, le président Paul Kagame avait affirmé qu'il n'est pas possible de rétablir la paix lorsque le pays voisin connaisse une certaine instabilité. Merci Jenny pour tous ces détails. Merci à vous autant. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste incontinue.